Bonjour à tous, bonne année pour tous, parce que c'est encore dans cette période de début d'année où on peut vous souhaiter le meilleur et surtout une année 2023 qui va doucement retrouver un rythme normal de fonctionnement, on va dire, avec des partages et puis la possibilité de se voir en vrai. Et comme effectivement, vous, public, vous pourrez aussi aller rencontrer nos interlocuteurs. Ils ont pour consigne et pour mission ardue de bien vous indiquer leur journée portes ouvertes pour que surtout, après notre réunion, vous ayez l'occasion de pouvoir échanger directement avec certains d'entre eux, avec lesquels vous souhaitez continuer la discussion. Donc c'est le deuxième webinaire de la série de 10 sur l'orientation pour les jeunes qui sont inscrits en conservatoire. Celui-ci va être donc, comme vous le savez, tourné sur les filières scientifiques, sciences et musique, plusieurs modèles et avec un débouché, je dirais, le plus fréquent qui est celui des métiers du son. Donc, je vais passer très très vite la parole à nos intervenants. Juste pour vous préciser que les questions, il y aura plusieurs temps de questions qui vous seront proposées. On prendra vos questions au fur et à mesure de toute façon, mais que l'on vous invite à poser vos questions dans le fil Q et R et que nous relayerons vos questions en fait au fur et à mesure. Je vous propose 3 temps de discussion. Un temps de discussion après la présentation de Denis Vautrin qui présentera la formation supérieure au métier du son, qui est l'une des formations supérieures vers lesquelles se tendent en fait un certain nombre de formations dont vous allez entendre parler ce soir aussi. Et puis, donc il y aura un premier temps de questions-réponses à ce moment-là. Ensuite, nous aurons un échange avec la classe préparatoire de Châlons, qui est la classe préparatoire au métier du son, puisqu'il travaille avec le conservatoire du Grand Châlons également. Et donc, la formation proposée, qui est une formation au sein, qui est aussi une classe préparatoire, un cursus préparant l'enseignement supérieur au conservatoire de Boulogne. Deuxième temps de questions-réponses à ce moment-là, avant que on attaque avec ensuite les formations universitaires, à la fois celle du Mans et celle de la Sorbonne. Donc, je passe tout de suite, sans transition, la parole à Denis Vautrin et pour qu'il présente en fait cette formation supérieure au métier du son du CNSM. Merci beaucoup. Et déjà, merci beaucoup de nous permettre de parler un peu de nos formations à une cible qui est une cible prioritaire pour nous, puisqu'il s'agit bien des élèves, des futurs étudiants qui se passent dans les conservatoires partout en France. Et juste, c'est pour moi très, très important de signaler, je crois que on n'est pas loin des 100% des étudiants dans nos murs au Conservatoire de Paris, au CNSM, notamment dans les classes des métiers du son, qui viennent et qui, à un moment donné, ont été dans un CRR, dans un CRD, dans la structuration de l'enseignement initial de la musique partout en France. Et donc ça, c'est pour nous assez chouette de pouvoir nous adresser et d'expliquer un petit peu notre projet à notre cible principale, voilà, notre vivier d'étudiants. Donc, merci en tout cas de nous permettre de communiquer. Je vais partager mon écran si vous le voulez bien. Je vous laisse réagir s'il y a un inconfort quelconque avec ça. Je partage et puis je vais essayer de commenter un petit peu. J'ai besoin de support parce que je suis parti donc pour 15 minutes. Hein. C'est à peu près ça. Je vais essayer de Tout à rester dans. fait. Alors, c'est parti. J'enlève les fenêtres qui sont devant pour mieux voir la présentation. Voilà. Donc, je vais vous parler de la formation supérieure des métiers du son. Et alors, si vous regardez bien mon slide, il y a déjà une petite subtilité qui apparaît. C'est presque une annonce, c'est une pré-annonce puisqu'on va l'annoncer dans 2 jours. La formation supérieure des métiers du son du Conservatoire de Paris va changer de nom. Elle va non plus former des musiciens ingénieurs du son, mais des musiciens réalisateurs. 3 petits points. Je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Conservatoire de Paris, je pense que beaucoup de gens parmi vous le connaissent. Là, j'ai pris un peu de recul. Voilà le très beau bâtiment
installé au cœur du campus un peu musical de la Villette. Donc, on est juste à côté de la Philharmonie, on est aussi à côté de la Cité de la Musique. Et dans ce bâtiment un peu complexe que vous voyez apparaître là au cœur de l'image, eh bien, se forment des instrumentistes dans plein d'esthétiques, le jazz, la musique classique. On y forme des compositeurs, on y forme des musicologues, évidemment. On y forme des écrituristes, des gens qui écrivent et qui arrangent la musique aussi maintenant. Donc, il y a aussi toute une aile de ce grand bâtiment qui est réservé à la formation des danseurs. Et dans cette école, qui est au cœur de Paris, voilà, c'est une école, un des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse qu'on trouve en France. Il y en a un à Lyon, et là, c'est celui de Paris. Donc, il y a une formation euh, au métier du son, qu'on ne trouve pas dans le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, enfin le CNSM de Lyon. Et cette formation, elle a plus de 30 ans. Alors, on a l'objectif aussi, on a la demande de vous parler de nos journées portes ouvertes. Elle aura lieu, c'est très très vite, c'est après-demain, le samedi 14 janvier 2023 à partir de 11 heures. Et vous trouvez sur le site du Conservatoire de Paris toutes les informations, en tout cas 3 événements à 11 heures. Une rencontre, et on va tout vous dire plus en détail encore qu'aujourd'hui sur la formation de musiciens-réalisateurs qui est en train d'évoluer, de se construire au Conservatoire de Paris. Et puis l'après-midi, il y aura un cours public où on va parler de la diffusion d'une pièce d'un compositeur qui s'appelle Matalone, qui est un compositeur incroyable et qui est une pièce mixte. Et donc, on va parler de toute la problématique de mettre en son, et de diffuser une pièce de musique mixte, c'est-à-dire une chanteuse et de l'électronique qui vont défendre ce répertoire sur scène avec nos étudiants qui vont la diffuser, l'enregistrer et exposer à tout un tas de questions. Voilà. Et le soir, un concert à 19 heures au cœur du conservatoire. Et là, ça va être un concert orienté pop-rock. C'est des créations de nos étudiants et des arrangements des étudiants de la formation. Voilà, je vous en dirai plus si nécessaire pour la suite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que la formation supérieure des métiers du son va devenir la formation supérieure de musiciens-réalisateurs. Mais elle va rester, avant toute chose, une formation pluridisciplinaire de très haut niveau et en lien avec tous les métiers de la production, de la création, de la diffusion musicale. La pluridisciplinarité, c'est un peu l'objet de cette rencontre aujourd'hui, elle est surtout effectivement de mise dans les métiers de la réalisation en musique. Et on a effectivement besoin d'une formation à la fois scientifique de très haut niveau, musicale de très haut niveau, pour pouvoir intégrer notre cursus, notre projet, et puis s'épanouir dans les métiers qu'on a ciblés à la clé. Donc, même si on change de nom, on change surtout d'identité, mais ce qui est la subtilité de ce changement de nom, c'est qu'on va ouvrir notre cursus au monde de l'image. C'est-à-dire notre cursus va continuer, va pas évoluer sur l'accompagnement des métiers du son. On va toujours former des musiciens réalisateurs mention son. C'est le projet qui a toujours été le projet dans notre école, mais on va recevoir dès la rentrée prochaine et dès le concours de cette année des musiciens réalisateurs d'images. Et là, on travaille avec notamment un partenariat avec la chaîne Arte, avec nos partenaires un peu historiques. Et on va être un peu précurseur en la matière, puisqu'on va proposer de suivre sur cette formation pluridisciplinaire à la fois des profils scientifiques et musiciens, mais non pas pour les former exclusivement au métier du son, mais au métier de l'image. Alors, je vais vous en dire un tout petit peu plus. Voilà, quand on choisit la mention son dans notre cursus, les métiers qu'on cible. Alors, quand on vient au Conservatoire de Paris et qu'on réussit à entrer dans ce cursus historique qui était la formation supérieure métier du son, on se destine à être capable de suivre une de ces missions, de réaliser un peu sa vie professionnelle dans un de ces métiers, voire plusieurs. Alors, on cible souvent 3 secteurs. La production musicale et sonore, hein, on est bien dans dans une intégration professionnelle qui est issue plutôt du monde historiquement du disque, de la radio, et puis qui a évolué au fil du temps vers les métiers de la production de contenu musical filmé, la production audiovisuelle. Alors voilà toute la liste: directeur artistique d'enregistrement, ça c'est plutôt dans l'industrie du disque, c'est la personne qui s'occupe qui a la responsabilité de la réalisation finale, tant sur le plan artistique que technique d'un enregistrement sur un disque.
on voit cette fonction dans le directeur du son pour la production musicale à l'image. Donc ça, c'est plutôt dans le secteur de la captation, musique filmée ou danse filmée. On voit aussi qu'on forme des conseillers artistiques ou musicaux auprès des réalisateurs. Ça, c'est aussi dans le domaine de la musique filmée. Et puis, on a encore historiquement une structuration de grands studios en France, plutôt pour le pop, rock, jazz. Et on forme encore des preneurs de son, mixeurs qui se destinent à produire en studio de la musique. Dans le cadre du spectacle vivant, c'est une vraie niche d'emploi pour nos étudiants. On forme des designers de systèmes de sonorisation, c'est des gens qui conçoivent des systèmes et qui les affinent et qui les règlent pour que ça fonctionne pour le mieux pour le spectateur dans les salles. Et puis, on a des gens qui mixent et qui suivent des groupes, donc c'est des mixeurs responsables de la qualité du son. Donc, c'est des gens que vous allez retrouver dans les salles de concert, sonorisateurs. Depuis plus de 15-20 ans, on forme dans notre formation des créateurs, des gens qui vont vivre parfois du droit d'auteur, en tout cas de commande. Alors, c'est le cas dans la musique, pop musique, pop rock. On forme des réalisateurs d'albums. C'est des gens qui vont suivre des artistes et qui vont arranger la musique et créer tout le dispositif en studio pour produire, enregistrer, graver ces idées musicales. Voilà. On forme aussi pas mal de compositeurs. Là, ce n'est pas des compositeurs avec un grand C de musique d'aujourd'hui, musique contemporaine. C'est des vrais compositeurs qui gagnent plutôt bien leur vie d'ailleurs et qui vont créer de la musique plutôt fonctionnelle pour la musique à l'image, pour le film d'animation. Donc ça fait partie, vous voyez, toute cette palette et ce panel un petit peu de métiers, c'est voilà, de manière très vaste, par la formation pluridisciplinaire, les métiers qu'on cible à la sortie. Tout un tas de métiers qu'on peut faire en sortant de notre formation. La nouveauté, je ne vais pas trop le détailler aujourd'hui, mais sachez que dans 2 jours, aux journées portes ouvertes, on va vraiment détailler ça. C'est qu'on va essayer d'accompagner maintenant des gens qui vont se destiner à filmer la musique avec des missions de réalisateur, de conseil musical, d'auteur. On est là plutôt dans le cadre du film documentaire, des reporters d'images, mais plutôt dans le cadre aussi du film documentaire, et des gens qui vont se poser la question de la mise en scène et de l'outil vidéo, notamment dans le cadre du spectacle vivant. On peut parler de la création vidéo dans le cadre de l'opéra, du théâtre, et de la musique aujourd'hui contemporaine, de la création où la vidéo et la matière vidéo est de plus en plus utilisée dans toutes ses formes. Donc voilà, il est question pour nous de former à très haut niveau, de nouveau, des musiciens capables de lire à très haut niveau la musique et de comprendre les intentions des autres artistes et de proposer avec une approche technologique et scientifique des outils et des créations. Voilà. Alors, la formation, elle existe depuis plus de 30 ans. Alors, même si on voit aujourd'hui qu'elle va évoluer, elle s'appuie sur une structuration assez simple. On rentre avec un niveau Bac+2 en sciences et un niveau de conservatoire plutôt, on cherche plutôt ce niveau équivalent DEM, au moins en formation musicale et avec une forte pratique instrumentale. Et notre formation qui dure 4 ans, elle s'appuie sur 2 premières années assez académiques. Hein. On transmet des connaissances larges, autant en sciences qu'en musique, en musicologie, avec aussi un apprentissage de la technicité d'écriture et un développement de l'oreille qui est pas instantané, donc qui prend un peu de temps. Et on a 2 années, donc la formation dure 4 ans. Les 2 dernières années, elles sont, elles, plutôt dédiées à un parcours individualisé et dans une dynamique quasiment exclusivement de pédagogie de projet et d'apprentissage par la recherche. J'en dirai un petit peu plus s'il y a des questions sur ce sujet. Donc évidemment, 3 axes dans la pluridisciplinarité, une formation musicale approfondie, on y fait de l'écriture, de l'arrangement, de l'orchestration, de la formation musicale chaque semaine et avec un rythme assez soutenu, mais c'est aussi une formation technique scientifique dans des secteurs de la production, d'enregistrement et de la création de la diffusion musicale et de la recherche. Ça veut dire qu'on forme des gens qui ont une vraie maîtrise des concepts de l'acoustique aujourd'hui, puis de l'optique dans la mention de musicien réalisateur d'images. Et c'est des gens qui sont à même de collaborer, de communiquer soit avec le secteur industriel, soit avec le secteur de la recherche pour apporter leur expertise, leur oreille pour participer à des développements. Voilà. Et ça restera toujours avant tout une formation pratique de haut niveau, c'est-à-dire qu'au cœur du conservatoire, dans nos salles publiques, dans nos événements de musique, au contact des orchestres, des solistes, des instrumentistes, des danseurs, des chanteurs qui foisonnent à la maison, on réalise des projets et on apprend ici par cette dynamique, cette pédagogie de projet. Il y a un concours d'entrée
c'est l'objet un petit peu dans cette communication qu'on doit partager. Ce concours d'entrée, il se prépare, mais voilà, on est très très loin des Jeux Olympiques. Ce concours d'entrée, si on le prépare et on est jeune aujourd'hui et qu'on a un parcours scientifique qu'on a mené sérieusement et qu'on a eu un parcours dans un conservatoire qui nous a emmené jusqu'à un troisième cycle, eh bien, on est totalement à même de se préparer et de venir passer le concours. Alors, se préparer, là, je sais qu'après, pas mal de collègues prendront la parole. Il y a maintenant partout en France de superbes dispositifs pluridisciplinaires où on intègre à la fois les doubles approches scientifiques et musicales et scientifiques. Et on accompagne très, 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 très bien en France après le bac aujourd'hui les étudiants, les futurs étudiants qu'on va recueillir chez nous et qu'on espère continuer à recueillir chez nous. Voilà, juste un petit point pour ceux qui sont vraiment dans l'urgence du concours de cette année. Les inscriptions en ligne au Conservatoire de Paris auront lieu du 1er février prochain au 31 mars prochain. Et les questions fréquentes qu'on a là-dessus, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les prérequis qu'on attend dans notre concours. C'est bien un niveau DEM en musique avec cette idée qu'il n'est pas nécessaire d'avoir absolument le diplôme DEM, mais on doit justifier en fait d'être à peu près en phase avec les attentes de ce cycle, de cette fin de cycle et de ce diplôme que représente le DEM. Et en tout cas, si vraiment on n'est pas passé en temps et en heure par toutes les cases du conservatoire, on peut utiliser une lettre de recommandation par des personnes référentes un petit peu des conservatoires en France, ce qui nous permet d'identifier dans notre concours d'entrée si les candidats vont être à même de passer le concours, parce qu'il est quand même assez compliqué. Il faut un niveau Bac+2 en sciences, ça veut dire qu'il faut avoir validé son Bac+1, avoir un niveau Bac+2, il faut avoir suivi un programme très sérieusement de deuxième année, et c'est pareil, on ne va pas nécessairement demander la validation du Bac+2, la clé, mais on encourage avant tout les futurs candidats d'aller au bout de ce qui est proposé à Bac+2. Et on a même remarqué que des gens qui allaient au bout d'une licence, c'était des gens qui arrivaient chez nous avec une grande maturité, voire une double licence. Et du coup, on encourage vraiment les jeunes qui se préparent à rentrer chez nous, d'aller au bout des dispositifs qui sont en place en amont et qui peuvent amener jusqu'à notre concours, donc Bac+2. Mais si on arrive avec un Bac+3 en poche, voire un double Bac+3 en poche, c'est évidemment un plus. Je reprends le fil. Quelques clés là pour voir qu'on n'est pas non plus dans les Jeux Olympiques. Hein. On a chaque année entre 30 et 40 candidats qui sont admis à passer le concours. On a un petit peu plus de demandes, mais quand on regarde les prérequis, on a une trentaine de jeunes gens et de jeunes femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui arrivent en France à se présenter dans notre concours avec les prérequis qu'on a ciblés. Donc voilà, ça veut dire qu'en bout de chaîne, c'est un taux de réussite quand même qui est de l'ordre de 30%. Hein. Donc si on se prépare bien, encore une fois, on a vraiment un concours très sélectif, très difficile, mais qui est surtout là pour permettre aux jeunes gens d'identifier les attentes pour s'épanouir dans notre formation. Petite enquête qu'on a menée, j'espère que je ne dépasse pas trop dans le timing, vous n'hésitez pas à me le dire. Pour vous donner les ordres de grandeur, on a fait une enquête, elle date un petit peu, mais les chiffres ont évolué, on va la réactualiser, mais ils sont quand même intéressants à regarder. 100 anciens étudiants de notre formation ont été questionnés récemment. On est sur un taux d'employabilité qui est assez conséquent. Là, on affiche un taux de 94% à peu près de gens qui sont insérés dans une activité en relation directe avec la formation. On a eu des redirections, des changements, enfin pas des poursuites d'études, pardon, notamment dans le cadre de la recherche. Et ça, je pense que c'est même amené encore à se développer. C'est un souhait de notre part que nos étudiants puissent continuer dans le secteur de la recherche après la formation, donc pas dans une insertion directe dans le monde professionnel. Un point clé à noter dans ces chiffres, que c'est le régime, le statut régime qui encadre les missions professionnelles de nos anciens étudiants, de nos jeunes diplômés. La plupart sont intermittents. Ça s'explique aussi par des secteurs d'activité où c'est quasiment l'exclusivité
enfin, c'est la seule possibilité pour pouvoir travailler dans certains secteurs, notamment le secteur de l'audiovisuel, du spectacle vivant, y compris avec des postes assez prestigieux, avec des missions assez prestigieuses. Donc, il n'y a pas là-dessus de sujet, mais c'est important de le savoir avant de partir dans ces secteurs-là. Et puis simplement aussi, vous pouvez noter les trois blocs que j'ai un peu présentés dans le monde, en tout cas du son, le secteur de la production d'enregistrement, le secteur du spectacle vivant et le secteur de la création. Et là, on doit juste noter que de plus en plus de nos anciens étudiants rejoignent le secteur de la création. Voilà, on doit progresser. Vous voyez que le taux, la mixité est là, mais alors on n'est pas du tout à l'équilibre. 30% de femmes, 70% d'hommes, avec une vraie tendance dans le secteur professionnel de voir les femmes aujourd'hui prendre des postes très facilement, diriger des équipes enfin, l'idée des grands projets. Et donc là, il y a vraiment une intégration professionnelle très, 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 très forte des femmes aujourd'hui, réussie, et enfin dans une société qui est à même et capable d'accompagner pleinement cette tendance-là. Donc, si on devait comparer les chiffres de la réussite, en tout cas, on doit juste, enfin, nous, on va mettre un éclairage fort sur nos anciennes étudiantes dans les années à venir parce que elles déboîtent, elles font plein de choses extraordinaires et on est très fiers de pouvoir le partager. Euh, Juste pour vous dire que pour vous préparer, on a mis en place un site. Alors, je peux voir si je peux le mettre dans le lien sur le chat ou sur l'échange, mais on a mis en place un endroit où on peut télécharger les annales de notre concours. Alors, c'est sur notre site internet, mais c'est presque la première épreuve la plus compliquée de notre concours d'entrée de les trouver. Donc, on a mis un lien un peu plus direct pour que vous puissiez les trouver, ces annales. Pour se préparer à notre concours, il faut télécharger ces annales, il faut les prendre sous le bras, il faut aller voir son prof de formation musicale, son prof d'instrument. Il faut lui dire j'en suis où par rapport à ça, savoir où écouter ses conseils. En tout cas, dans les conservatoires en France, les professeurs sont outillés pour comprendre nos attentes et ils ont les outils pour accompagner les jeunes qui vraiment veulent redonner un petit coup sur la formation musicale parce qu'ils l'ont trop tôt délaissée, ou sur l'écriture, ou sur l'analyse, ou sur l'histoire de la musique, etc., etc. Je continue pour vous dire voilà, on tient à la disposition, on sera beaucoup plus détaillé pour les portes ouvertes sur ces aspects-là, mais vous pouvez aussi prendre directement contact avec nous pour bien comprendre le concours, les attentes pour se préparer pour venir. Vous voyez que les épreuves, il y en a beaucoup, maths, physique, formation musicale, reconnaissance d'œuvres, jazz, musique actuelle et classique, de l'analyse comparée, où là, on va manipuler beaucoup d'informations historiques, musicologiques, esthétiques. On va vous demander de réaliser des projets personnels, on va vous demander de réaliser un texte d'harmonie, on va vous proposer des épreuves en plus orales de formation musicale, des épreuves d'écoute critique, de l'analyse filmique et des entretiens individuels sur votre projet, votre motivation et votre rapport à la culture. Voilà, donc c'est assez conséquent pour rentrer. Juste pour conclure, j'ai plein de slides si vous avez des questions, mais juste pour conclure, le cadre d'enseignement et le cadre d'apprentissage au conservatoire, c'est un cadre juste un peu idyllique et idéal. C'est quand même une formation qui jouit de moyens technologiques exceptionnels, qui jouit d'un ensemble, une espèce d'écosystème global avec des instrumentistes, des orchestres derrière chaque porte. Voilà, je voulais juste conclure en disant que c'était une formation effectivement avec un concours d'entrée, avec des exigences, mais qui, je crois, aujourd'hui accompagne plutôt sérieusement les jeunes futurs professionnels avec des ressources, avec des moyens et avec beaucoup d'enthousiasme pour voilà, déboîter un petit peu, inventer aujourd'hui, enfin, valoriser des nouveaux talents dans les métiers de la musique qui, je pense que vous êtes tous à peu près conscients de ça, des métiers de la musique et de la diffusion musicale qui bougent très vite, énormément, et qui s'appuient sur des talents larges, donc pluridisciplinaires, agiles et assez experts de leur disciplines avec un S. Voilà, j'en ai terminé peut-être pour la présentation globale et je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a.
Oui, oui, tout à fait, il y en a. Donc, peut-être commencer tout de suite pour aller assez rapidement avant de passer au suivant. Euh, une petite question là puisqu'on vient de terminer sur les concours. Est-ce que le Oui. niveau de pratique musicale prime Alors, sur la formation musicale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, voilà, et on a des questions similaires sur est-ce qu'on peut pratiquer de l'instrument? Est-ce qu'il y a des cours d'instrument pendant la formation? Et est-ce qu'on peut aussi préparer en même temps l'entrée au CNSM en instrument? Voilà, alors, comme ça vous avez le vrac instrument musical. alors, déjà, la première question, parce qu'elle était importante aussi, celle-là, pardon, je l'ai oublié déjà, que vous m'avez... Sur est-ce que pratique musicale par rapport à Oui, formation pratique musicale, oui. musicale? Alors, on cherche des gens très à l'aise avec l'idée d'interpréter la musique. Donc, la pratique musicale, qu'elle soit une pratique vocale, instrumentale, elle est pour nous essentielle dans le sens où on veut trouver des gens qui sont dans les enjeux un peu esthétiques d'interprétation. On ne cherche pas du tout des très grands niveaux techniques. Donc, on peut jouer de la musique, même on souhaite vous entendre jouer de la musique. Il y a une épreuve instrumentale à l'entrée. Elle n'est pas éliminatoire. Mais si on doit résumer, quand même, la plupart des jeunes gens qui rentrent chez nous jouent à cette épreuve-là lors du concours d'entrée. Et notre attente, elle est plutôt de regarder ce que les gens vont défendre en termes d'interprétation plus qu'en termes de technicité. Donc, on ne cherche pas des grands interprètes de la musique, ce n'est pas le lieu, mais des gens qui sont à l'aise avec l'envie d'interpréter, à l'aise avec l'envie de soutenir un discours musical. J'espère que c'est à peu près clair, mais en tout cas, je vous encourage, si vous passez le concours, à plutôt privilégier des œuvres qui vous vont bien, dans lesquelles vous sentez que vous avez quelque chose à raconter. Concernant la pratique instrumentale pendant nos études, nous, on a un cours obligatoire de piano complémentaire. Donc, tous les étudiants de la formation ont des cours individuels de piano pendant leurs études, pendant les 2 premières années d'études, qui suivent leur rythme d'apprentissage. Et on a, depuis cette année, inventé dans une maquette extrêmement lourde du temps off pour permettre au choix à nos étudiants, donc il y a 2 heures off chaque semaine en plein milieu d'une journée, chaque semaine, et c'est fixe, pour permettre à nos étudiants qui souhaitent continuer à développer leur pratique instrumentale de pouvoir le faire, soit dans les murs avec de la pratique on va dire, collaborative avec d'autres interprètes, soit pourquoi pas, pour certains, continuer à avoir une pratique instrumentale dans les conservatoires municipaux de la ville de Paris pour avoir un cours plutôt dédié et, euh, et adapté à leurs attentes. Donc, on peut continuer la pratique instrumentale, mais ce n'est pas le cœur de notre formation. En tout cas, le piano, lui, reste un instrument qu'on a gardé au cœur de notre maquette avec des cours individuels. Euh, il On a une est question. arrivé, et c'est pas, pardon, et c'est pas marginal, il est arrivé que nos étudiants, une fois rentrés en FSMS, se présentent dans d'autres disciplines au conservatoire. Donc, on appelle ça des doubles cursus parmi les doubles cursus. Et donc, on a eu un étudiant corniste, on a eu un étudiant tromboniste, on a eu beaucoup d'étudiants qui sont rentrés dans les grandes classes d'écriture ou dans les grandes classes d'analyse, en plus de leur cursus de la formation supérieure métier du son. Souvent, simplement, c'est phasé. Ça ne se fait pas pendant les 2 premières années, mais c'est plutôt une intégration qui est envisagée à partir de la 3e année dans notre cursus pour pouvoir mener vraiment de front cette double, ce double enseignement, quoi, qui nécessite à chaque fois beaucoup de pratique personnelle. 2 questions pour les lycéens, peut-être. Quelles seraient les spécialités recommandées pour intégrer votre formation? Ouais, formation scientifique avec des objectifs scientifiques. Je pense que là, je pense que mes camarades après seront aussi unanimes dans les prépas et dans les universités pour dire quand même qu'il y a un équilibre. En tout cas, moi, je le perçois et je serais ravi d'entendre l'avis de mes camarades là-dessus, mais il y a un équilibre dans les apprentissages des mathématiques et des enseignements en physique qui est quand même de mise pour pouvoir affronter les concepts qu'on attend, nous, 2 années après le bac. Donc, j'encourage vraiment les étudiants à ne pas lâcher prise ni avec les mathématiques, ni avec les enseignements scientifiques en sciences, en physique, et s'intéresser aux sciences de l'ingénieur ou s'intéresser à la biologie. C'est vraiment des choses qui me semblent être des spécificités individuelles qui peuvent être très intéressantes. Évidemment qu'on va demander aussi, en plus des ouvertures aux sciences humaines, à l'histoire, à plein d'autres choses, mais c'est vrai que dans le secondaire, on encourage vraiment
les jeunes à continuer leurs apprentissages en mathématiques et en physique pour arriver quand même assez solides dans le secondaire, dans nos formations supérieures. Les outils qu'on manipule en acoustique, en optique, sont quand même des outils assez complexes et qui nécessitent une très bonne structuration de l'esprit, notamment sur les outils mathématiques et sur les concepts de la physique. C'est évident. Pour des élèves qui auraient choisi de faire des prépas scientifiques avant cette formation, quelles sont celles que vous privilégiez? Celles qui vous vont bien. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est quand même que les étudiants qui avaient choisi des endroits pour se spécialiser, qui étaient en adéquation avec leurs attentes, étaient épanouis pendant ces 2 années, étaient ceux qui réussissaient le mieux. Moi, je connais bien le projet à Châlons, je connais maintenant très, très bien les projets plus universitaires aussi. À chaque fois, je vois que quand les jeunes s'épanouissent dans ces formations-là et qui se sentent bien dans ce qu'ils ont choisi, soit parce qu'ils ont un rythme de travail qui est adapté aux attentes, soit parce qu'ils ont une soif de projets qui est adapté à leurs attentes et à qui on donne à manger. Et voilà, c'est difficile pour moi de vraiment conseiller une voie royale, surtout qu'on voit bien qu'on recrute des étudiants qui viennent un peu de partout. Ce qu'on note en tout cas, c'est que les formations qui accompagnent vraiment les étudiants sur la pluridisciplinarité et qui font l'effort dans le cadre de leur formation de s'appuyer sur cette pluridisciplinarité, qui l'intègrent dans les questionnements, qui l'intègrent dans le quotidien des étudiants, sont des gens qui aident bien les étudiants à se préparer pour notre concours. Voilà. Les prépas, en l'occurrence, qui tiennent compte du rythme des étudiants et de la nécessité pour eux de préparer les disciplines musicales, sont quand même à privilégier, parce que je sais que c'est très, 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 très dur de suivre une prépa qui n'a pas la possibilité d'adapter un petit peu ses exigences et son rythme à des profils d'élèves qui ont nécessairement besoin de développer un bagage musical de bonne volée, de haute voltige quand même. On va vous poser la dernière question avant de prendre la suite. Est-ce que le nombre de places va augmenter en fonction avec le changement d'appellation, le changement aussi de maquette? Oui, très bonne question. J'aurais dû être plus clair là-dessus. On va continuer à prendre 8 étudiants dans le mention son. Donc, en fait, on ne change rien à notre projet d'accompagnement des métiers du son. Simplement, on va ouvrir 2 places en plus pour accompagner chaque année 2 étudiants, musiciens, réalisateurs d'images. Et voilà. la dernière, les frais de scolarité. Ah oui, c'est de l'ordre, je crois, à peu près un peu moins de 500 € ou de l'ordre de 500 € chaque année en frais de scolarité. Et puis voilà. C'est parfait. Après, on a une petite question et c'est vraiment la dernière, mais je pense qu'elle peut s'appliquer. Mais c'est surtout pour vous parce que est-ce que pour quelqu'un qui a fait un bac S de TMD, donc qui effectivement a des mathématiques encore un peu, mais pas du tout de physique et pas du tout de formation scientifique, de quelle manière il peut éventuellement raccrocher la formation? Est-ce qu'il peut le faire et comment? Alors, on a eu des cas de gens qui se sont remis à niveau, souvent avec soit un engagement personnel avec des cours à distance. Je suis pas j'essaie de suivre toutes les évolutions. Il y a beaucoup de réformes de partout et je ne suis pas toujours le plus expert pour ça. Je sais que l'université a inventé des dispositifs d'accompagnement, de redirection d'études pour permettre de revenir dans les enseignements. Là, je vais laisser mes camarades de l'université éventuellement me sauver sur ce dispositif pour être plus détaillé. En tout cas, aujourd'hui, on a quasiment exclusivement intégré dans notre formation, on a exclusivement intégré des gens qui avaient quand même ce prérequis en sciences, en mathématiques et en physique et qui avaient une aisance sur nos épreuves du concours d'entrée. Donc, j'invite vraiment les gens qui veulent savoir où ils en sont de prendre dans nos annales les épreuves du concours, d'aller voir leurs enseignants en maths et en sciences qui sont toujours très bien outillés pour savoir juger du niveau de nos épreuves. Nos épreuves, elles ne sont pas si compliquées que ça. Enfin, je pense que ceux qui les préparent vont bien comprendre. Elles se préparent. Et effectivement, on est sur un bac plus 1 plus en maths
et en physique quand même, calqué sur les programmes plutôt des prépas scientifiques et du monde universitaire en maths et en physique. Ouais. Et du coup, merci beaucoup. Sans transition, on va sauter justement sur les prépas scientifiques avec Camille Simon du lycée Niepce, justement, et Stéphane Varnet du CRR du Grand Chalon, avec la classe préparatoire, qui est la plus, j'allais dire, qui est la plus directement préfigurée ou configurée, en tout cas, pour répondre à ces filières, aux besoins de ces filières. Donc, je ne sais pas lequel de vous deux prend la parole. Voilà. Je crois que c'est moi qui commence. Mais je vais pas. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots très généraux. Effectivement, cette classe préparatoire, elle a été construite il y a pas mal d'années. C'est pas de Niveau Train qui va me dire le contraire. C'est une classe qui est donc construite en partenariat. Hein. Il y a une articulation entre le lycée Niepce, et Camille Simon pourra bien sûr parler du volet scientifique beaucoup mieux que moi. Et puis, il y a une articulation, bien sûr, des cours au conservatoire. L'esprit, donc pour les étudiants, il y a bien évidemment un gros volume de cours dans la semaine, puisqu'ils ont un volume peut-être assez traditionnel d'une classe préparatoire scientifique, effectivement, et ça rejoint complètement tout ce que vient de dire Denis par rapport au contenu, aux exigences. Et c'est vrai que c'est un aspect de ces 2 années de travail à Chalon, c'est de regarder, bien sûr, c'est un des aspects de regarder les attentes d'un conservatoire tel que le CNSM de Paris, donc regarder les épreuves, les attendus, les contenus, pour pouvoir, bien sûr, orienter aussi nous ces 2 années de préparation. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on recrute aussi un petit peu. Donc, on recrute 8 étudiants par année, 8 en première année, 8 en deuxième année. On veille à avoir un profil, bien sûr, qui équilibre à la fois un parcours musical qui peut être assez académique. Donc, l'idée d'avoir des étudiants qui ont un parcours de conservatoire, en gros, on est autour du 3e cycle. On leur laisse un peu de temps avant d'avoir un niveau pour consolider ce niveau. Et puis, bien sûr, de pouvoir passer le cap, de pouvoir rentrer dans un dispositif de classe préparatoire scientifique. Je voudrais juste peut-être dire un mot avant de laisser la parole à Camille Simon, c'est que nous avons des étudiants, bien sûr, il y a ce cheminement qui est envisagé pour les étudiants qui rentrent chez nous à Chalon, d'envisager le CNSM de Paris, donc la formation dont Denis vient de parler. C'est un chemin envisagé, ce n'est pas le seul, et c'est important de le dire aussi par rapport à cette classe préparatoire au métier du son, où il y a des étudiants, dans les profils des étudiants qui visent la FEMIS, l'ENSAT, qui peuvent aussi rentrer à l'Institut supérieur à Brest, donc qui ont des profils qui peuvent être un petit peu différents. Et ça permet aussi, du coup, peut-être de répondre par anticipation à quelques questions. Ça veut dire que je pense qu'on a une vigilance aussi dans le fait d'accueillir des étudiants dans cette classe préparatoire, à pas simplement avoir un profil unique d'étudiants complètement calibrés, on dirait, sur le CNSM de Paris. On peut avoir des profils d'étudiants qui, je pense notamment à la question musicale, qui peuvent avoir des fois un profil musical un peu moins académique que celui d'un profil de type conservatoire, qui auront un projet, qui auront une grosse motivation et un gros projet vers des écoles type ENSAT ou la FEMIS. Et puis, effectivement, je pense que là, avec l'évolution du dispositif au CNSM, avec même cette notion musicien-réalisateur, ça peut peut-être aussi élargir un petit peu des profils, même dans cette optique-là. Alors, voilà un petit peu ce que je peux peut-être dire, et puis je laisse Camille compléter ma présentation. Oui, merci Stéphane. Alors, donc moi, je suis l'enseignante au lycée Niepce en charge de la prépa son, et donc la personne qui est mon homologue, en fait, c'est Guillaume Dulac, l'ingé son au conservatoire de Chalon. Alors, je sais pas, j'avais préparé 2-3 diapos, si ça peut… Allez-y, pas de souci, vous pouvez partager votre écran. Je sais pas si je vais y arriver, en fait. Ouais, non, ça marche pas. C'est un peu compliqué avec mon ordinateur. Ah. Bon, c'est pas grave, je vais le faire sans support visuel. Donc, Stéphane a dit l'essentiel. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a donc pas plus de 8 étudiants par promo, c'est-à-dire en première et deuxième année qui intègrent cette formation, et que ces étudiants sont inclus dans une classe préparatoire aux grandes écoles, PTSI.
Donc, je ne sais pas si nos auditeurs là connaissent bien le système des classes prépa, mais il y a plusieurs filières, notamment MPSI, PCSI et PTSI. Et en fait, les classes prépa sont vraiment, ont beaucoup d'exigences. Et donc, il nous a apparu qu'il n'y avait finalement qu'avec la filière PTSI que la formation au conservatoire était compatible. Parce que bon, il faut bien se rendre compte que nos étudiants ont énormément d'heures de cours, donc qui sont soumis aux exigences à la fois de la classe prépa et puis aux exigences du conservatoire. Donc, grosso modo, ils ont une quarantaine d'heures de cours au lycée. Donc, le lycée, les classes prépa, c'est un fonctionnement assez similaire à ce que les élèves connaissent déjà en classe de terminale, mais avec vraiment un suivi bien poussé de nos élèves, donc un suivi notamment en colle. Ils ont des DS, ils ont des DM, et puis les professeurs les connaissent parfaitement puisqu'ils n'ont qu'une classe à charge. Donc voilà, une quarantaine d'heures. Donc dans ces heures, il y a beaucoup de maths, beaucoup de physique. Il y a aussi des sciences de l'ingénieur, un petit peu d'informatique, donc de la programmation sous Python. Et puis français, philo et anglais pour s'aérer un peu l'esprit. Voilà, et à côté de ça, donc, ils ont une dizaine d'heures au conservatoire où là, ils font de la technique audio, la pratique, de l'harmonie, de l'enseignement musical, de l'analyse filmique, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est très prenant. Et du coup, c'est vrai qu'on cherche des profils qui, scolairement, sont assez solides parce que c'est assez difficile de pouvoir suivre et être à l'aise dans ce genre de formation. Alors, c'est pas du tout insurmontable. Et puis d'ailleurs, nos élèves, quand ils sont à Châlons, en fait, ils forment vraiment une petite famille très soudée. On sent que c'est des liens qui vont perdurer très longtemps. Et donc, en général, voilà, très très bonne ambiance. Et puis, il y a aussi des liens qui se font donc avec les autres élèves de la classe de PT classique. Et on a des promos d'une trentaine d'élèves. Donc, c'est pas des grosses promotions comme ce qu'on pourrait trouver dans des grands lycées, dans des classes prépa parisiennes. Voilà, on est limité à 30 et au sein de ces 30 élèves, on a 8 élèves musiciens, donc en première année, et puis la même chose en deuxième année. À savoir que c'est vrai, nous, on prépare donc les concours du conservatoire, de l'école Louis Lumière, de l'ENSAT, etc., comme le disait Stéphane. Donc, on les prépare, ils passent ces concours au bout de 2 années seulement de préparation. Donc, ça explique le fait que c'est assez intense. Voilà, alors on encourage toutes les personnes intéressées à venir se rendre sur place. Alors évidemment, c'est à Chalon-sur-Saône, donc c'est pas Paris, donc il faut vraiment faire l'effort de venir nous voir. Donc on a des journées portes ouvertes, une journée le 25 février. Et donc on fera quelque chose d'un peu spécial cette année. Voilà, on innove et on va essayer de faire venir notamment des anciens élèves qui ont des parcours différents pour expliquer un petit peu par quoi ils sont passés, ce qu'ils font aujourd'hui, etc. Et bien sûr, c'est l'occasion idéale pour rencontrer les professeurs, donc tant au lycée qu'au conservatoire, et puis pour visiter les locaux, la ville et se rendre compte que voilà, même à Châlons, il se passe des choses, que c'est une ville assez dynamique au niveau culturel. Et que voilà, c'est une ville très agréable dans laquelle on travaille bien et qui n'est pas tendue sur le plan on va dire, du marché immobilier, qui c'est très facile pour un étudiant de se loger à Chalon-sur-Saône. Voilà, facile et pas trop cher. La seule chose qui est chère à Chalon-sur-Saône, c'est le vin. Voilà, c'est vrai. Et donc, on peut noter aussi que accueillir ces élèves musiciens en classe prépa nous permet souvent d'augmenter notre pourcentage de filles, puisque c'est vrai que les classes de PTSI, PT accueillent essentiellement des garçons, une grosse majorité de garçons. Voilà, donc on est ravis d'accueillir les musiciennes qui réussissent très bien
dans ces formations. Voilà, je ne sais pas si... On a une question tout de suite. Oui, j'imagine. Sur le taux d'acceptation. En fait, quel est le ratio entre le nombre de candidats et le nombre d'élèves admis à suivre cette classe prépa? Oui, ça me fait penser que voilà, j'ai oublié la moitié des choses. On a à peu près une cinquantaine de dossiers chaque année, donc on étudie scrupuleusement. Et donc, c'est vrai qu'on se base beaucoup sur les notes de terminale et de première et les options. Alors, je ne réponds pas directement à la question, mais je vais y répondre. Donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est une formation scientifique solide. Donc, comme pour intégrer toute classe préparatoire scientifique, on préconise évidemment la spécialité mathématique, donc en première terminale. Une spécialité scientifique en terminale qui peut être au choix, ça peut être NSI, c'est-à-dire l'informatique, ça peut être la physique, mais ça peut être aussi les sciences de l'ingénieur qui incorporent un peu de physique-chimie. Voilà, c'est une spécialité qui a l'avantage de présenter la physique et les sciences de l'ingénieur. Mais les maths, voilà, ça c'est obligatoire. Et si l'élève peut en plus avoir l'option maths experte, c'est vraiment un plus non négligeable parce que ça lui permettra de dominer un peu plus son sujet, du moins en première année de classe prépa. Et donc sur ces une cinquantaine de dossiers qu'on reçoit, on fait un peu de tri. Et donc on sélectionne 16 dossiers. Voilà, donc c'est une double sélection. Il y a à la fois au conservatoire et puis au lycée. Donc, on fait venir ensuite, courant avril, ces 16 élèves. Et là, ils passent une audition à Chalon-sur-Saône. Donc, on en retient 8 sur liste principale et puis 3 ou 4 seront sur liste complémentaire. Voilà, donc c'est quand même un pourcentage assez important, finalement. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, merci. Alors, c'était pour l'instant la seule question, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Mais du coup, je vais passer tout de suite la parole à Nicolas pour une classe prépa d'un autre genre, qui est effectivement un cursus préparant à l'enseignement supérieur dans le domaine du son. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous présenter notre formation qui s'appelle donc la classe de son du Conservatoire de Boulogne. Et effectivement, c'est une formation qui prépare au métier du son, mais plus spécifiquement à l'enregistrement musical, avec des cours théoriques bien entendu, mais aussi et surtout de l'enseignement pratique, qui est dû à notre spécificité, qui est que nous nous trouvons au sein même d'un conservatoire. Et nous avons donc la possibilité de proposer aux étudiants de très nombreuses mises en situation grâce à la présence d'un grand nombre de musiciens qui ont besoin de se faire enregistrer, d'avoir du son à proposer. Et donc, tout naturellement, en fait, on peut comme ça proposer énormément d'enregistrements à nos élèves. Donc, tout de suite, je peux vous parler du fait que notre classe se situe dans un cursus CPES, c'est-à-dire cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Alors, c'est un cycle qui est adapté en fait aux musiciens de manière générale et dont la classe de son est venue s'intégrer. Ça entraîne certains avantages, certains inconvénients. Alors, l'inconvénient, c'est que, évidemment, il y a un concours d'entrée, ensuite un cycle de 2 ans, mais pas de diplôme en sortie. En fait, il y a une attestation de fin de cycle, mais c'est pas quelque chose qui est diplômant. Tout simplement parce que c'est censé être pour les musiciens et donc quelque chose qui leur permet pendant ces 2 ans de présenter des concours, soit évidemment des concours musicaux, soit des concours dans le professorat et du coup, ils n'ont pas besoin d'avoir un diplôme qui viendrait terminer ce cycle. Donc évidemment, on a une attestation de fin de cycle qui évidemment valorise ce cycle et explique que les gens ont bien suivi ce cours. Mais c'est quand même un inconvénient un peu ennuyeux, sauf qu'il y a de nombreux avantages en contrepartie. C'est-à-dire que tout d'abord, on est étudiant, donc avec une carte étudiant, des possibilités de bourse, de demande de logements sociaux, d'accès aux crous et tout ce qui va avec. La possibilité aussi
de pouvoir décider d'arrêter à la fin de la première année ou en milieu de deuxième année, simplement parce qu'on a trouvé un emploi, parce qu'on a été pris en fin de première année dans une autre école, puisque c'est le but principal du cycle préparatoire, c'est de préparer les gens à un concours ou à la vie professionnelle. Donc, s'ils ont réussi à cela, s'ils peuvent prouver cela, ils peuvent très bien partir en milieu de cursus, qui est toujours assez intéressant. Ensuite, il y a aussi bien sûr le fait de pouvoir avoir des stages conventionnés. Donc, ça permet très vite d'avoir d'autres expériences dans des domaines un peu différents que de la musique au sein du conservatoire. Donc, tout ça fait que ce cursus CPES est quand même très, très intéressant. Pour parler de l'organisation des cours, je vais préparer des petites fiches pour essayer d'être le plus efficace possible pour tenir dans nos 10 minutes proposées. Alors, la première année, c'est donc, on propose 15 heures de cours par semaine avec plusieurs cours comme le TP-MAO qui propose du coup, un apprentissage du montage, du mixage, des logiciels de son, bien évidemment, de la production musicale, de musique actuelle et électronique. Ça, c'est quelque chose de nouveau, où on essaie d'apprendre aux gens à se servir sur un logiciel de Logic, à se tourner plus vers la composition musicale, ce qu'on ne pouvait pas dispenser jusque-là. Ensuite, on a aussi évidemment des cours théoriques qui sont dispensés par des intervenants extérieurs qui sont spécialisés dans chacun des domaines. Donc là, on aborde toutes les notions qu'on considère comme fondamentales, comme l'acoustique musicale, l'acoustique des salles, l'audio analogique et la technologie audio numérique, l'écoute critique, la psychoacoustique, la sonorisation, le son à l'image, tout ce qui nous semble tout à fait utile pour ensuite pouvoir exercer ou tenter les grandes écoles, évidemment. Ensuite, évidemment, comme on est au sein du conservatoire, on propose toutes les semaines une mise en situation d'enregistrement avec un ensemble, soit de musique classique, jazz ou de musique actuelle enregistrée pour l'ensemble des musiciens, mais aussi de la post-production, c'est-à-dire tous les enregistrements des semaines précédentes. On peut très bien avoir à faire le montage, le mixage, le mastering en présence des musiciens. Donc, c'est vraiment un cadre qui permet d'aller du début à la fin d'une production d'enregistrement musical. Ensuite, on a aussi 2 heures de culture musicale qui est en fonction du niveau de l'élève, puisque ça permet toujours de hisser son niveau pour proposer, pour se préparer aux autres écoles et donc ainsi pouvoir intégrer plus facilement les écoles. Avant de parler de la deuxième année, peut-être que je peux au moins vous proposer, si je suis perdu dans mes fiches, voilà, tout simplement, pour le concours d'entrée, parce que je pense que je vais avoir beaucoup de questions là-dessus. Alors, le concours d'entrée, c'est un concours qui est niveau bac a priori. Enfin, je dis a priori parce qu'évidemment, c'est minimum niveau bac, mais en fait, nous avons donc 15 heures de cours par semaine. On se rend bien compte qu'on n'a pas le nombre d'heures d'une classe prépa. On est très, très loin de préparer les élèves en maths, physique, à l'ensemble évidemment de ce qui est demandé dans les autres classes. Mais on a souvent des gens qui arrivent avec déjà plus de bagages qu'un niveau bac, souvent un BTS audiovisuel, souvent une double licence que Monsieur Benoît Navarret vous présentera avec Jean-Loïc tout à l'heure. Donc, ils ont déjà plus de bagages qu'un niveau bac et donc, ils ont à eux le devoir de continuer à travailler pour présenter un niveau suffisant pour les autres écoles, mais on ne les forme pas plus que avec quoi ils ont déjà sur ce domaine en tout cas. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, la première étape, évidemment, c'est de remplir un dossier d'inscription que l'on peut avoir sur le site du conservatoire. Ensuite, il y a 2 phases avec un rendu de projet qui est tout à fait décrit aussi sur le site, qui peut être un projet de fiction radio, d'enregistrement, de captation ou de composition MAO. On le sait très, très large, mais un projet qui nous montre évidemment les capacités à la fois artistiques et techniques du futur élève. Suite à ce rendu, il y a une deuxième phase qui est un entretien de motivation. Et de là, nous prenons 8 élèves par an, ce qui permet en fait de pouvoir établir pour tous les cours de TP, d'avoir un élève par ordinateur, ce qui est quand même quelque chose pour nous de totalement indispensable pour pouvoir évidemment bien progresser. Alors, cette deuxième année dont j'ai un peu zappé tout à l'heure, c'est une deuxième année qui permet un projet tutoré en fait par un professeur. Donc, c'est à l'élève de choisir un sujet de spécialisation. Donc, d'un point de vue du son,
il va avoir que 3 heures de cours supplémentaires, mais par contre, ça permet d'ouvrir à beaucoup d'autres cours que lui propose en fait l'établissement. Des cours de formation musicale plus poussés, des cours de culture musicale, d'initiation au jazz, des cours d'initiation à la direction de chœur ou d'instruments, du piano complémentaire, de l'initiation à l'instrument baroque. On se rend bien compte que tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être très nécessaires pour rentrer au CNSM ou dans les grandes écoles de manière générale. Donc, c'est vraiment quelque chose, un élargissement cette deuxième année qui n'est pas obligatoire. On a bien compris qu'on peut partir à la fin de la première année, mais qui est toujours quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour arriver de manière plus étoffée au concours des autres écoles. Il me reste quelques petites choses, si j'ai encore quelques minutes. Je ne vais pas parler de débouchés. Alors, les débouchés, en fait, l'objectif originel de cette formation, puisqu'elle existe depuis plus de 30 ans, c'était de préparer à l'insertion professionnelle et non pas forcément une passerelle vers les études supérieures. Alors, on peut voir aujourd'hui qu'on est largement à 50%, 50-50 entre les deux débouchés. Il y a la moitié des gens à peu près qui souhaitent tout de suite entrer dans le milieu de la radio, de l'institutionnel, c'est-à-dire des conférences, de la télé ou des studios. Donc, on a encore énormément de personnes qui trouvent des débouchés sans aucun problème, à condition évidemment de ne pas être forcément fixé sur quelque chose. Je veux faire travailler dans un studio musique de telle période. Évidemment, aujourd'hui, on sait que il faut travailler, il faut trouver et montrer aussi faire ses armes. Donc voilà, on peut très bien commencer dans un studio à pas faire exactement la musique que l'on souhaite, mais ça n'empêche à aucun moment de changer, après de s'améliorer, de progresser et de trouver d'autres voies. Ensuite, on a donc effectivement l'autre moitié qui se sert de la classe de son comme une passerelle vers les études supérieures. Souvent, toutes les personnes qui arrivent de la double licence ou des BTS audiovisuels ou d'autres prépas viennent chercher ici toute cette expérience en fait du terrain, parce qu'ils ont assez peu manipulé ou pas assez à leur goût en tout cas, et ils ont aussi besoin de prendre une grande confiance dans ce domaine, de manière à pouvoir arriver à l'aise aux épreuves techniques et aux épreuves pratiques des autres écoles. Donc, on a beaucoup de gens qui se présentent en sortant de chez nous, au CNSM bien sûr, à Louis Lumière, à la FEMIS pour tout ce qui est vidéo, image, cinéma, mais aussi au master son et images de Brest. Voilà, c'est vraiment les 4-5 classes qui intéressent nos élèves a priori. Merci beaucoup, Nicolas. On va prendre quelques questions aussi pour pouvoir libérer Stéphane et Camille, justement, en même temps. On a une question pratico-pratique là sur classe prépa et processus Parcoursup. Alors, celle-là, vous l'attendiez, hein? Je réponds rapidement. Donc, effectivement, alors je ne me trompe pas, hein, Camille dira si je dis une bêtise. Effectivement, ça passe par Parcoursup, évidemment, pour la classe préparatoire pour le lycée Niepce. J'informe que pour le conservatoire, ça va être très prochainement sur le site du conservatoire d'ici, pour être synchro avec l'ouverture de Parcoursup. Il y aura un dossier aussi pour les élèves qui veulent postuler à Châlons à la classe préparatoire. Il y a un double dossier. Bien sûr, en priorité, absolument suivre les rails et le dispositif de Parcoursup, et en complément, remplir un dossier d'inscription sur le site du conservatoire. Oui, alors sur Parcoursup, il faut bien postuler à la CPGE PTSI de Chalon-sur-Saône. Donc, ça n'apparaît pas officiellement que c'est une prépa son. Mais voilà, c'est la prépa PTSI de Chalon-sur-Saône. Et voilà, parallèlement, bien renvoyer le dossier sur le site du conservatoire. Dans le même ordre d'idée, combien d'élèves à peu près avez-vous qui sont juste post-bac, parce que vous en avez peu sur les 8? Qui sont juste post-bac, vous voulez dire qui sortent Ils sortent du bac? Oui. Ils sont tous, ils ont tous le bac. À Châlons, peut-être si j'ai compris la question, c'est peut-être pas le cas pour Boulogne, d'après ce que j'ai entendu. Faut corriger si je dis des erreurs, parce que je suis pas encore un super expert de la classe prépa à Châlons. Pour Châlons, je pense que c'est vraiment tous des post-bac directs. C'est pas des gens qui ont déjà, ils rentrent direct en classe préparatoire, donc c'est vraiment des bacheliers de l'année. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils ont tous eu le bac. Et c'est une première année dans l'enseignement supérieur à Châlons.
Donc, Première et deuxième année. Cette question concernait Boulogne, en fait. Non, mais voilà. moi, l'idée, c'était la proportion par rapport aux autres. D'accord. Parce que, mais bon, c'était plutôt pour Boulogne, désolée. D'accord, pour Boulogne, post-bac, c'est plutôt de l'ordre de 1 ou 2 par an. Souvent, en fait, c'est des élèves qui sont beaucoup plus musiciens que les autres. C'est parce que j'ai pas parlé, j'ai un peu zappé cette partie-là, à propos de savoir quel était le niveau musicien demandé. C'est un niveau de 3e cycle qui permet effectivement d'arriver en fin de notre formation à un niveau de DEM qui est utile donc pour le CNSM. Mais du coup, on peut avoir des gens qui arrivent avec déjà un niveau de DEM, voire même de CPES deuxième année en instrument, et qui donc sont beaucoup plus forts musicalement que les autres, et ils peuvent avoir qu'un niveau bac ou bac plus 1, et dans ce cas-là, ça compense un peu, ça permet, ils auront plus à travailler d'un point de vue évidemment scientifique, mais ça permet de compenser. Mais c'est plutôt de l'ordre de 1 ou 2 par an. Et Nicolas, je pense que la question s'adresse aussi à vous. L'inscription à Boulogne dans la classe de son, Alors, sur le site du conservatoire, à peu près. considéré comme… Ah, pardon, les montants financiers. Non, la date à peu près. Alors, les dossiers seront disponibles en avril, début avril, et on a une journée porte ouverte le mardi 11 avril à 18h où on vous fait visiter nos studios, on peut discuter de tout. Il faut que tout le monde prenne des cartes de SNCF pour pouvoir aller faire le tour de France des différentes formations. Dernière question, et ça s'adressera aussi, je pense que Jean-Loïc et Benoît, quand je vais leur passer la parole, ou Denis, quelles sont les autres écoles en fait sont, alors vous en avez cité, vous avez cité la FEMIS aussi, vous avez cité Louis Lumière, l'Institut de l'image et du son, ou je sais pas quoi, de Brest, si j'ai bien compris. Donc ça nous fait 4 écoles supérieures publiques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et à chaque fois, c'est des toutes petites promos. Denis. Je vais juste prendre la parole rapidement. Oui, il y a d'autres écoles. Il y a des écoles structurées dans le secteur privé, qui sont des écoles qui nécessairement, pour pouvoir produire de la pédagogie, doivent alimenter cette pédagogie d'une autre manière que les écoles publiques. Donc, il y a un coût d'entrée qui est assez coûteux. Donc, c'est des écoles payantes et effectivement, c'est des écoles très chères. Qui ne jouissent pas d'autant de facilité de création de partenariats avec le secteur, en tout cas musical, tel qu'on peut le faire dans le système public et le système académique tel qu'on peut le faire dans les écoles et les universités. Donc, dans les écoles publiques, pour bien dresser le portrait, il y a bien Louis Lumière qui a un gros vivier d'étudiants quand même en son, avec parfois aussi quand même des exigences, en tout cas artistiques et culturelles, et souvent musicales parmi leur profil. Il y a l'ISTS à Brest, effectivement, qui est une école, une structuration d'enseignement supérieur très, très axée aussi sur l'audiovisuel et avec beaucoup de savoir-faire. À Lyon, il y a l'ENSAT, c'est très orienté théâtre, l'École nationale supérieure des arts du théâtre. Je dis pas trop de bêtises, et FEMIS ou Lumière. Donc la FEMIS, qui a un petit vivier aussi, je crois que c'est que 8 étudiants dans la section son. Juste un petit commentaire là-dessus. Sachez que ces écoles se sont structurées dans des spécialités et aussi dans une dynamique d'insertion professionnelle, et qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des écoles qui affichent quand même des très bons taux d'intégration de leurs étudiants dans les secteurs ciblés. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les écoles privées, où c'est très difficile de savoir exactement le devenir des étudiants, même si beaucoup d'étudiants sortent avec un bagage et trouvent leur place. En tout cas, j'encourage vraiment à prendre conscience que le système public, c'est équilibré, c'est sectorisé, travaille d'école en école et offre un certain nombre de places qui correspondent quand même à une capacité d'intégrer les étudiants dans la vie professionnelle à des postes ciblés, cohérents avec les études, avec le niveau d'études, et à des rémunérations cohérente par rapport à ce que les écoles confèrent comme niveau d'études. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut revendiquer collectivement aussi ici, aujourd'hui, avec toutes les structures que j'entends. Il y a une bonne raison à tout ça, et effectivement, ça fait peut-être peu d'élus. J'insiste encore sur une chose, on parle bien de profils multidisciplinaires, on parle de jeunes gens
qui sont musiciens et qui ont une activité aussi scolaire axée sur la science. En France, sachez qu'on essaie de trouver enfin, de savoir un peu plus, enfin, on essaie de mener une étude pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, mais en France, ce n'est pas un très grand nombre de personnes. Il y a peu de jeunes gens qui arrivent à mener de front ces enseignements. Donc, il faut quand même être confiant quand vous avez un profil scientifique et musical. Vous faites partie d'un petit nombre de personnes. Il y a un petit nombre de places peut-être, mais vous avez votre place sans doute si vous restez sérieux dans votre préparation. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Et je vais libérer Camille si elle le souhaite, mais elle peut rester, sinon il y a aucun souci, au contraire. Et passer la parole tout de suite parce que on a perdu temporairement notre licence d'acoustique du Mans. Donc c'est pas forcément grave, et puis je mettrai les liens, les éléments sur le site si jamais on l'a perdu en route. Mais je vais donc du coup passer la parole sans transition à Benoît et à Jean-Loïc pour cette fameuse double licence dont on a entendu parler à plusieurs reprises de toute façon, cette fameuse double licence musique, sciences et musicologie, un objet un peu spécial. Et on a entendu que tout était quand même des parcours très denses, sauf peut-être celui du CRR de Boulogne qui est plus spécialisé et donc forcément très très orienté déjà en fait pratique et du coup forcément un peu plus léger. Mais celui de Boulogne donc n'est pas sur Parcoursup, la CPGE c'est sur Parcoursup, et la licence de musicologie et de sciences aussi. Je laisse la parole au duo. Ouais, est-ce que vous nous entendez bien? Ouais. Non? Parfait. Parfait. Et Parfait aussi. visuels aussi, parfait. Bon, bah alors si tout est parfait, on va commencer. Donc Jean-Loïc Le Carroux, je suis co-responsable de la double licence sciences et musicologie pour le côté des sciences. Et Benoît Navarret, le co-responsable pour la faculté des lettres et donc l'UFR de musique et musicologie. Donc cette double licence s'effectue au sein de Sorbonne Université. On va y arriver, on va arriver à changer les transparents. Voilà, donc Sorbonne Université, c'est une université dite d'excellence, académique notamment, avec une formation par la recherche aussi. Et c'est un élément aussi important dans notre formation au niveau licence, c'est que vous avez affaire à des enseignants-chercheurs qui travaillent dans ce monde des sciences et de la musique. Et qui lie les deux. Donc, c'est une très grosse université, 52 000 étudiants, 6 400 enseignants-chercheurs, 115 structures de recherche et 26 sites. Et donc, sur ces 26 sites, donc la double licence se déroule sur 2 sites. Un site pour les sciences, le numéro 22, le campus Pierre et Marie Curie, anciennement Paris 6 ou Jussieu, connu sous ce nom-là. Et le campus Clignancourt, donc le numéro 2, donc un campus tout récent, avec les deux campus d'ailleurs sont récents, un rénové et un récent, donc au nord de Paris, avec des équipements qui sont très intéressants pour la musicologie notamment. Donc, vous voyez tous les sites de Sorbonne Université, donc qui est décomposé en 3 facultés, lettres, médecine et sciences. Et là, nous sommes entre 2 facultés, la faculté des lettres et la faculté des sciences. Faculté des lettres avec des unités de formation et recherche, différentes formations et recherche. Et là, plus spécifiquement, on est entre l'UFR de musique et musicologie et l'UFR d'ingénierie. Donc, cette double licence est vraiment à la croisée de 2 disciplines qui ont évidemment des liens, comme on entend depuis tout à l'heure, des liens très forts. Alors, comment se déroule cette formation? Je vais laisser la parole. Oui, cette formation vise à permettre aux étudiants de valider 2 licences au bout de 3 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas un diplôme de sciences et musicologie, c'est une licence de musicologie et une licence de sciences. Alors, quel est l'intérêt? C'est que si on raisonne en termes de débouchés, eh bien, vous pouvez valoriser à la fin de vos 3 années l'une ou l'autre des voies, c'est-à-dire musique ou sciences, ou justement
la combinaison des deux, puisque notre parcours pluridisciplinaire vise à dire qu'il y a une réelle plus-value à être dans ce contexte pluridisciplinaire, contexte d'apprentissage multiple qui appelle à pouvoir identifier et approfondir des liens qu'il peut y avoir entre les sciences et la musique, mais également être dans une gymnastique intellectuelle qui permet d'une part à nos candidats qui peut-être ont eu des difficultés à choisir entre la musique et les sciences, ou le goût de poursuivre les deux parce que c'est vraiment quelque chose qui fait sens. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'enrichir de cette rencontre approfondie entre deux domaines qu'ils ont commencé à explorer déjà dans le secondaire. Alors comment cela se passe? C'est les couleurs que vous avez à l'écran. Vous avez des semestres, puisqu'à l'université, on ne raisonne pas en trimestre, mais en semestre. Et donc, c'est ce que vous avez. En première année, c'est semestre 1, semestre 2. Donc là, ce qui est en bleu, c'était pour schématiquement vous montrer le semestre 1 à la faculté des sciences, qui se déroule donc en même temps que le semestre 1 en jaune à la faculté des lettres. Et donc, on est sur 6 semestres sur les 3 années. Nous avons une spécificité pour la 3e année, qui est une 3e année qui se déroule à l'étranger, soit pour un semestre, c'est-à-dire le second semestre, donc le S6, soit pour l'année entière. Et donc ceci va dépendre de la destination qui vous intéresse, c'est-à-dire sur un plan un peu plus institutionnel, c'est de la nature des conventions qui ont pu être signées entre notre université et les partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des universités qui vont proposer aux étudiants en mobilité un seul semestre, d'autres qui vont offrir la possibilité de partir à l'année. Si on continue juste sur cette mobilité, quand on part à l'étranger, cela repose donc, comme je viens de le dire, sur des conventions, et l'intérêt supplémentaire de notre double cursus, c'est que l'on peut partir aussi bien par les conventions de la faculté des lettres qu'avec les conventions liées avec la faculté des sciences. Quand on est dans une monolicence, c'est-à-dire qu'on est dans une licence monodisciplinaire, par exemple musique, quand on décide de partir à l'étranger, si on souhaite le faire, eh bien, on ne peut s'appuyer que sur les conventions qui ont été signées avec notre université. C'est normal, c'est disciplinaire. L'idée, c'est que si on est en musique, eh bien, on puisse être accueilli en musique à l'étranger. Tandis que là, on a davantage de choix et les politiques de nos facultés sont différentes en termes d'offres. Donc, c'est encore une grande richesse et on veille à ce que, lors de la mobilité, on puisse poursuivre un enseignement à la fois musique et scientifique qui peut être enrichi et qui est enrichi finalement des spécificités de chacun des pays. On peut très bien concevoir que des méthodes d'enseignement sont différentes. On peut concevoir aussi que selon le pays dans lequel on va, il y a des spécificités que nous avons en France, mais qui vont être plus spécifiques. Si vous allez en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, si vous allez dans des pays anglophones, que vous allez en Italie, en Allemagne ou en Espagne, vous allez avoir, ou à Vienne, vous allez avoir des apports qui vont être spécifiques et propres à chaque culture et chaque façon de penser les enseignements. Alors à la fin de ces 3 années, donc avec les diplômes associés, les étudiants continuent soit dans les masters scientifiques ou passent les concours d'école d'ingénieurs, donc les grandes écoles d'ingénieurs, soit les métiers formation du son, comme on vient d'en discuter, soit dans les masters de musicologie, puis il y en a qui ont des univers à eux et différents projets. Voilà, donc chaque année est un peu différente par rapport à ça. L'année dernière, on a eu plus d'admissions, par exemple, dans les grandes écoles d'ingénieurs. Quand je parle grandes écoles, c'est l'année dernière, on a eu Polytechnique et les arts et métiers, par exemple, et Centrale. Après, voilà, les formations métiers du son aussi, on a quelques-uns qui ont intégré l'année dernière. Je peux rajouter une petite chose. Il faut savoir que notre formation n'est pas une formation spécifique au métier du son. C'est une formation universitaire généraliste
dont, alors c'est vrai que les étudiants qui viennent, il y a, comme vous le voyez sur le camembert, il y a un petit tiers qui se destine aux formations au métier du son, mais en réalité, on ne dit pas vous voulez faire des métiers du son, on forme à cela. Non, on n'est pas une classe de préparation au concours. En revanche, nos étudiants bénéficient d'un enseignement qui leur permet de très bien préparer les concours de formation au métier du son. Justement, ces enseignements, donc voilà, les blocs, là, on va parler du bloc sciences, c'est des fondamentaux pour la première année en maths, mécanique, physique, programmation. Voilà, il y a des matières, donc je vais revenir un peu sur le code couleur. Après, on va aller plus sur des matières sur le L2, donc sur la deuxième année et sur la troisième année, qui vont se spécialiser plutôt dans les domaines de la mécanique et de l'acoustique, qui a un lien évidemment très fort avec la musique. Et à cela, on ajoute des matières qui sont transversales, donc en mauve là. En deuxième année, enfin en première année au deuxième semestre, c'est plutôt des éléments, on va dire, de programmation en lien avec la composition. En deuxième année, ça va être l'ingénierie audio avec la lutherie, mais plutôt du côté musicologie. Et en troisième année, on va être sur des projets d'acoustique musicale vraiment transversaux. On va être sur de l'acoustique, sur du traitement du signal, sur la prise de son, sur la perception. À cela s'ajoute un enseignement en langue. Donc ça, évidemment, c'est très important d'avoir un bon niveau donc en langue anglaise, sauf si vous êtes bilingue, et donc là, vous pouvez choisir une autre langue. Donc pour chaque semestre, avec des préparations, évidemment, pour les certifications, notamment pour la mobilité. Donc pour le bloc musicologie, hop. Oui, alors, très bien. Alors, pour le bloc musicologie, nous avons une structuration qui se reproduit de manière un peu similaire à chacun des semestres. C'est-à-dire que vous avez des disciplines historiques qui sont centrées sur des périodes, et chacune de ces périodes historiques est également abordée en termes de culture de l'écoute, c'est-à-dire analyse auditive, culture de l'écrit, donc analyse de partition. Et puis, nous avons des disciplines d'ouverture. En termes de maquette, dans les disciplines d'ouverture, ça va être les enseignements de sciences qui vont être apportés, mais vous voyez également qu'il y a des enseignements qui sont encadrés. Les enseignements qui sont encadrés correspondent à des enseignements spécifiques que nous proposons à ces étudiants, avec certains qui sont développés aussi dans ce qu'est Jean-Loïc, dans cette volonté de donner sens à ce rapprochement entre science et musique. Donc acoustique et lutherie, qui compte dans notre maquette à nous en musique, et le lien entre des questionnements de facture instrumentale, de comportement vibratoire des éléments de facture instrumentale, et puis la question de l'écoute, et qui est alimentée par des problématiques musicales. Outils numériques du son, ça va être l'initiation à la programmation musicale avec la réflexion sur l'usage d'outils numériques et la réalisation de modules dans le contexte de la création. Technique audiovisuelle, ce sont des enseignements portés sur l'enregistrement, sachant que c'est structuré autour de l'enregistrement des musiciens, enfin des étudiants eux-mêmes, et donc une découverte des équipements et des usages sur la base de ce que eux veulent enregistrer. Donc tous les ans, c'est renouvelé en termes de programme. Donc voilà, en termes de musique, la musicologie, c'est la compréhension des langages musicaux avec une technicité à acquérir de manière à être à l'aise dans la lecture et l'analyse de partitions, être capable d'entendre la musique et de comprendre l'évolution des langages musicaux. Et c'est cette compréhension de l'évolution des langages musicaux qui est abordée au cours de ces 6 semestres, avec, comme je l'ai dit, donc une maquette qui est relativement similaire dans sa structure, mais dont les contenus évoluent en fonction des répertoires. Et dernière petite chose, le répertoire étudié est principalement celui de la musique savante occidentale, du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, mais il y a également en première année un semestre dédié aux musiques pop, en deuxième année dédié aux musiques traditionnelles et en troisième année dédié au jazz.
Donc, juste pour figer aussi un peu les choses sur le planning, notamment pour la première année, ça permet de voir un petit peu, voilà, c'était pour cette année. Donc, avec des enseignements, voilà, les étudiants font 2 licences, donc ils font pas les enseignements des 2 licences, il y a un horaire aménagé de telle sorte à avoir les fondamentaux de chacune des licences. Donc avec un emploi du temps qui leur permet d'être sur un campus, donc celui de sciences le lundi, le jeudi et le vendredi, celui de musicologie le mardi et le mercredi. Alors là, c'est vraiment l'emploi du temps brut, sachant qu'il y a des enseignements qui ont lieu une semaine sur 2 notamment. Euh, Voilà, donc pour en savoir plus et si vous voulez nous rencontrer, donc on sera aux journées portes ouvertes donc de Sorbonne Université, donc en présentiel. Donc le 4 février après-midi sur le campus Pierre et Marie Curie et sur le campus Malesherbes de 9h à 17h pour la faculté des lettres. Donc Benoît sera sur le campus Malesherbes et moi je serai sur le campus Pierre et Marie Curie. Alors justement là-dessus, vous voyez, il y a des horaires différents. Il faut savoir que traditionnellement, pour la faculté des lettres, il y a une présentation on parle de doyen à la faculté, c'est-à-dire la plus haute autorité au niveau de la faculté, c'est ce qu'on appelle un doyen. Donc il y a une présentation des formations, une présentation globale. Et donc après, c'est à partir de midi, 11h30, midi, qu'il y a, après cette réunion de présentation et d'accueil, qu'il y a la possibilité de discuter avec l'ensemble des enseignants présents pour chacune des formations. Alors comme c'est une période assez étendue, si vous retenez que ce sont les après-midi, ça vous permet ainsi de partir, par exemple, de venir à la faculté des lettres et de voir l'ensemble des formations proposées à la faculté des lettres en début d'après-midi et puis après de rejoindre la faculté des sciences. Donc vous pourrez ainsi, parce que moi je ne pourrai pas répondre de manière précise sur les questions qui portent sur la faculté des sciences, et donc je vous inviterai à venir voir mon collègue à la faculté des sciences. C'est pour ça que nous sommes deux, nous sommes sur des facultés qui ont des fonctionnements spécifiques, sur des disciplines dont les enjeux sont différents et dont les contenus sont différents, d'où la nécessité d'avoir 2 interlocuteurs qui vous accompagnent pendant les 3 années, par ailleurs, pendant les 3 années de licence, pour répondre du mieux possible à vos besoins de formation, vos questionnements pour la suite. Il est important pour nous de pouvoir accueillir les étudiants, les accompagner, répondre à leurs questions et c'est ce suivi que nous assurons de manière très fidèle pendant ces 3 années. Et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des étudiants qui sont actuellement dans la double licence et aussi ça vous permettra aussi de comprendre la notion de promotion. Donc bien que ce soit une très grande université, là nous sommes sur une petite promotion de 24 étudiants qui se suivent sur les 3 années et qui s'entraident pendant cette période. Justement un commentaire, l'esprit promotion est quelque chose qui n'est pas si fréquent dans les cursus universitaires, notamment parce que quand on est à l'université, on peut avoir divers cours, on n'est pas forcément tout le temps avec les mêmes étudiants. L'esprit de promotion est très présent en sciences et musicologie. Quand vous arrivez en première année, vous êtes accueilli et parrainé par des deuxièmes années. Bien sûr, c'est des choses que les étudiants font de leur propre chef. On n'est pas là pour initier cela, mais on le voit bien. Vous pouvez, vu que la mobilité en troisième année, elle est obligatoire au second semestre, mais il y a encore des étudiants qui sont présents aussi au premier semestre. Donc il y a quelque chose qui relève d'une coopération, d'une collaboration et qui permet aussi à chacun de trouver sa place dans un parcours par ailleurs exigeant et qui peut présenter des difficultés dans cette nécessité de devoir mener de front et de la musique et des sciences. Voilà, merci. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Moi, j'ai une première question. Je suis pas sûre d'avoir tout entendu sur l'entrée. Effectivement, on a l'entrée. Vous avez un peu. Oui, c'est via Parcoursup, donc c'est une formation sélective puisque c'est quand même il faut avoir des prérequis, de très bons prérequis en fin de terminale. Enfin, des prérequis en septembre en arrivant à l'université, donc avoir un très bon niveau en fin de terminale. Donc, c'est une formation sélective qui se base donc sur une analyse du dossier, sur un test de musicologie, et puis qui se base aussi sur un entretien de motivation, puisque c'est un élément qui est fondamental
fondamentale pour nous, c'est que les étudiants soient parfaitement motivés pour la formation et qu'ils aient aussi une petite idée de ce qu'ils veulent faire après notre formation, qui est bien qu'elle soit diplômante, c'est-à-dire au bout des 3 ans, ils ont un diplôme, mais nous, on voit plutôt la continuité à la suite de notre formation. Donc, en termes de calendrier, les dates sont déjà indiquées sur Parcoursup, mais le test de musique est une épreuve qui est commune à l'ensemble des étudiants des lycéens qui veulent candidater à nos divers parcours de musicologie, parce qu'au sein de notre faculté, nous avons plusieurs parcours de musicologie, une formation d'enseignement à distance, on a la monolicence habituelle musique et musicologie, on a un parcours avec le PSPBB, c'est-à-dire le pôle sup du CRR qui lie le CRR de Paris et le CRR de Boulogne-Billancourt. Nous avons un parcours en musicologie italien et donc nous avons sciences et musicologie. Et les dates de ce test, dont vous avez les annales en ligne, ce sera entre le 12 et le 14 mai de cette année, donc 2023, entre le 12 et le 14 mai. Et la période pour les auditions, ce sera un petit peu après. Je crois pas, non. Si, l'oral. Ah oui, L'oral, c'est entre le 15 et le 17 mai. ah oui. Voilà. Donc, je serai le seul à faire les auditions en vacances. Non. Apparemment, il y en a un qui sera ailleurs. Tout est indiqué sur Parcoursup, c'est très bien fait pour ça. Avant de passer sur 2 questions sur la formation, sur le nombre d'heures de cours et des temps libres, j'ai juste un petit rappel. Un élève qui aurait comme spécialité maths et anglais en terminale et SES en première, peut-il entrer, dans quelles sont ses possibilités de rentrer dans cette formation? Alors, les exigences ont été définies par l'université. C'est forcément les spécialités maths jusqu'en terminale. Pour la spécialité physique, c'est jusqu'en première. Donc, il faut avoir au moins suivi la spécialité physique jusqu'en première. Et si l'élève n'a pas physique, mais comme je vous l'ai dit, anglais et SES, et c'est uniquement maths en matière scientifique? Ouais, alors il faudra regarder, l'analyser, enfin, il faudra une analyse complète du dossier parce que c'est hors des spécificités définies par l'université. Donc, il faut qu'on voit les capacités de l'élève à rattraper son retard sur la physique notamment. Merci. Et une fois dans cette formation, donc le nombre d'heures de cours, nous avons vu un emploi du temps, mais impossibilité de compter. Donc, combien d'heures de cours globalement? Et est-ce qu'il y a encore du temps libre pour pratiquer un instrument? Alors, le nombre d'heures, alors ça varie chaque semestre, et puis c'est chaque semaine aussi, ça varie chaque semaine. Alors, je pense qu'on est sur un emploi du temps moins dense qu'une classe préparatoire, mais qui est relativement dense. Si vous voulez, je peux remettre le transparent, on peut calculer le nombre d'heures ensemble. Donc, le lundi matin, c'est une semaine sur 2, ça doit être les 4 heures là. Donc, voilà, l'après-midi. Donc, on va mettre 2 heures et 2 heures, 4 heures. Voilà, après ça, c'est des journées pleines. On va mettre 8 heures. Voilà, on va être sur une trentaine d'heures, ouais, c'est ça. Bon, c'est histoire, 2 siècles, plus. Par rapport à la pratique musicale, évidemment, elle doit perdurer et elle est évaluée notamment. Il y a donc la pratique individuelle ou collective est évaluée évidemment pour des élèves musiciens, c'est normal. Alors, c'est une question importante. Je trouve personnellement que l'un des avantages de ce double cursus, de par son histoire, parce que ça existe depuis 2006, c'est que les aspects pédagogiques sont renouvelés en permanence, de manière à renforcer la cohérence de l'enseignement, mais également la question de la compatibilité de parcours dans un contexte où initialement, en 2006, ce parcours il a été créé entre 2 universités qui étaient distinctes. Il y avait Paris 4 et Paris 6. Maintenant, on est dans la même université, mais cette formation, les enseignements sont consolidés de manière à ce qu'il y ait des jours dédiés aux enseignements. Là, vous voyez bien que mardi, mercredi, c'est en jaune, c'est les étudiants, ils viennent sur le campus à Clignancourt uniquement pour la musique. Et puis après, lundi, jeudi, vendredi, c'est uniquement la faculté des sciences. La contrainte de cela,
Alors certes, ça fait moins de déplacements pour les étudiants et ils sont pleinement dans une discipline pendant les journées d'enseignement. La contrainte, c'est que ça fait des journées relativement longues. En termes de pratique instrumentale, nous avons une offre de pratique individuelle et de pratique musicale individuelle et de pratique musicale collective. Sauf que comme nos étudiants pour la musique ne viennent que mardi, mercredi, ça réduit l'offre. Donc, nos étudiants, ils ont la possibilité soit de prendre des enseignements au sein de notre UFR, soit de pouvoir valider et valoriser leurs activités extérieures. Dans ce cas, c'est moi qui procède à l'évaluation. Mais de toute façon, il faut avoir une pratique musicale en complément de la formation. Alors, on est d'accord que quand on a des journées qui sont relativement pleines et qui se terminent pas avant 18 heures, ça implique une organisation. Ceux qui rentrent dans leur ville scolaire le week-end, souvent ils s'arrangent avec leurs enseignants si jamais ils sont en conservatoire. Nous, on incite aussi les étudiants à regarder le réseau des conservatoires d'arrondissement, hein, qui est toujours très sollicité et qui, en plus, comme nos étudiants, ils ont un niveau musical élevé, j'ai l'impression, Jean-Louis, que c'est plus facile que si c'était pour débuter en niveau instrumental. Donc, la pratique instrumentale est nécessaire, mais pour moi, c'est plus que la pratique instrumentale, c'est une pratique artistique autour de la musique. C'est-à-dire que je ne suis pas à exclure des musiciens pluri-instrumentistes dont la richesse est dans la pratique pure instrumentale en lien avec le multimédia, en lien avec la volonté d'être dans la recherche sonore d'une autre façon. C'est-à-dire ce n'est pas exclusivement des profils d'élèves en conservatoire. On reste tout à fait ouvert aux musiques actuelles, musique aussi de tradition orale. La seule chose parfois qui pêche, c'est le résultat au test musical. C'est-à-dire que les méthodes d'apprentissage étant parfois différentes, quelqu'un qui serait pleinement autodidacte et qui n'entend pas ou qui ne travaille pas son oreille comme il faut, il va être pénalisé par le test de musique. Donc c'est un ensemble cohérent de choses. Il y a des aspects de discours, de langage, mais il y a aussi ce qu'est qu'être musicien et ceux que nous recrutons, nous pensons que ce sont des musiciens et dans notre formation, ce seront des musiciens confirmés avec un bagage musical qui sera consolidé pendant ces 3 années. Pour compléter sur l'aspect pratique musical, il faut aussi imaginer qu'on est dans un système universitaire, donc ça veut dire que, on va dire, les apprentissages se font au rythme de chacun. Évidemment, on souhaite que les étudiants travaillent régulièrement et c'est bénéfique pour eux. Après, en fonction des périodes pour eux et de leur pratique musicale, bah, ils vont privilégier tel ou tel aspect et voilà. Après, ils vont pouvoir gérer leur temps et leur travail avec l'aide aussi de l'ensemble de leurs camarades de la promotion. Donc, il y a eu des étudiants avec un parcours musical très, très, très intense, hein, qui font à la fois une licence de sciences, une licence de musicologie et qui sont dans des grands conservatoires en même temps. Là, ça dépend aussi des capacités de chacun par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, se dire à un candidat, vous voulez faire un DEM ou finaliser un DEM en parallèle de vos études universitaires. Ça dépend des profils de chacun. Voilà. Et ça fait partie, il nous semble aussi, des questionnements tout à fait légitimes quand on s'engage dans des études supérieures et qu'on a par ailleurs plusieurs cordes à son arc. C'est normal de se poser des questions et il faut savoir aussi que notre formation n'est en rien bloquante, c'est-à-dire que si finalement les étudiants admis se rendent compte qu'ils sont plus attirés par les sciences que la musique ou réciproquement, ils ont la possibilité de continuer le parcours en monolicence. On voit des étudiants qui peuvent considérer que la musique, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire et regrettent de ne pas pouvoir mener de front à fond les deux. Et donc, ils vont préférer la musicologie pour se consacrer en parallèle à davantage de projets musicaux. Peut-être des choses qui les intéressent un petit peu moins et qui vont faire qu'ils vont privilégier les sciences. Voilà, ça dépend de chacun.
Une dernière question, puis après on va on va libérer tout le monde. Est-ce que c'est fréquent qu'il y en ait qui passent les concours des écoles supérieures en fin de deuxième année de licence, ou est-ce que en général ils vont jusqu'au bout de la troisième année? On a entendu ce que Denis expliquait d'ailleurs, que beaucoup se présentaient en fait au CNSM avec la licence complète, les deux licences complètes en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a qui le passent, mais c'est pour essayer. Il y a quand même un aspect important sur cette double licence, c'est la mobilité à l'international. Et souvent, les étudiants sont très attirés par ça, et ce qui est tout à fait normal dans un contexte actuel mondial, hein, d'avoir une bonne pratique, notamment d'une langue, et aussi d'avoir une connaissance culturelle dans d'autres pays, c'est important. Donc, il y a souvent cet élément-là, c'est-à-dire que il y en a qui le passent au bout des 2 ans, mais peut-être avec l'idée que de toute manière, c'était un coup d'essai pour l'année d'après, puisqu'il y a cette bon, voilà, il y en a qui passent 1 an à l'étranger, par exemple au Canada, à Montréal, où il y a aussi des cours qui lient vraiment musique et sciences, et donc ça les prépare aussi d'autant plus pour les concours. Et dans cette idée de préparation, la formation à Boulogne-Billancourt aussi est très complémentaire des enseignements qu'ils auront eus pendant les 3 années. Et donc les étudiants que nous avons et qui sont à Boulogne, ils sont pleinement satisfaits de cette formation très pratique sur les métiers du son qui leur permet d'explorer l'ensemble des richesses que peut proposer un conservatoire de haut niveau comme celui du conservatoire. Donc on est sur des profils, enfin nos étudiants ils perçoivent aussi la pertinence de l'enseignement, je pense, quel que soit le cursus, hein, je parle pas spécifique, je parle du nôtre, mais c'est valable pour tout type de cursus. Ils se sentent quand même engagés dans un parcours avec cette possibilité de mobilité pour lesquelles on les sollicite beaucoup dès le début de la 2e année. Donc, ils sont déjà engagés dans une démarche d'aller à la fin de la 3e année, en ayant par ailleurs les retours et les témoignages de leurs camarades qui l'ont fait les années passées. Donc, il y a quelque chose de moteur dans cette mobilité qui, effectivement, les incite à penser en amont leur poursuite d'études, mais de ne pas chercher à écourter leur parcours de double licence. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, juste Nicolas, j'ai oublié la date. Enlever la capture. De la. Journée porte ouverte, c'est mardi 11 avril à 18h. C'est bien ça, j'avais retenu avril, 11 avril. Donc nous on note, il n'y a pas de souci. Merci à tous vraiment pour votre disponibilité. On mettra bien sûr, on rappelle que il y a les journées portes ouvertes du CNSM samedi, qu'il suffit d'aller sur le site du CNSM, mais on a mis le lien vers la page d'inscription, on l'avait mis sur le site de Fuse. Donc surtout parce que c'est un peu difficile à trouver des fois. Hein. Alors, oui, sur le site du CNSM, c'est pas top, hein. C'est une épreuve parmi tant d'autres. Mais oui. 209 avenue Jean Jaurès, Paris 19e, au pied du métro Port de Pantin. Et dès 11h, on vous reçoit. Et si le formulaire, parce qu'il y a eu beaucoup de... Je crois qu'on a atteint la limite. Si le formulaire vous semble plein et que le formulaire vous dit que c'est complet, c'est que c'est bien complet sur la jauge, mais il nous reste quelques places. Et bien entendu, si vous êtes vraiment très intéressé pour avoir des informations sur les journées portes ouvertes, reprenez contact par mail avec nous, depetson@cnsmdp.fr. On vous accueillera quand même samedi. Si vous avez l'impression que c'est complet, on va quand même essayer de vous trouver une petite place. Voilà. Si c'est un peu les murs, etc. Voilà. Oui. Notre cible de futurs candidats, d'étudiants ou de gens qui veulent en savoir plus est prioritaire. Je pense que c'est intéressant, effectivement, parce que c'est des profils, on a bien entendu, hein, des profils extrêmement spécifiques quand même que vous recherchez, mais qui sont aussi intéressés par vos formations les uns et les autres et par ce type de métier. C'est quand même des choses très polyvalentes. Je vous remercie beaucoup.